Bonjour, bienvenue au webinaire Repenser le design de commerce après la pandémie, organisé par la Ville de Montréal et Architecture sans frontières. Mon nom est Hélène Levasseur, je suis coordonnatrice de recherche chez Architecture sans frontières et je vous remercie de votre présence. Voici le déroulement du webinaire. D'abord, mon collègue et directeur général chez Architecture sans frontières, Bruno Demers, fera la mise en contexte du projet. Ensuite, je me chargerai de la présentation de la méthodologie et du processus d'innovation qui ont mené à la création du guide que nous vous présentons aujourd'hui. Par la suite, Sylvie Champeau, conseillère en contrôle et analyse de gestion au Bureau du design de la Ville de Montréal, se chargera de la présentation du guide d'aménagement Commerce résilient. Ensuite, nous vous invitons à une discussion avec des experts ayant participé à l'élaboration du guide, soit Étienne Bernier, architecte, et Vincent Larizeau, designer industriel. Je passe la parole à mon collègue Bruno. Très bien, merci Hélène pour l'introduction. Alors bonjour tout le monde, très content de prendre la parole pour mettre en contexte le projet du guide qu'on vous présente aujourd'hui. Le contexte, vous le connaissez, c'est bien entendu celui de la pandémie de COVID-19, durant laquelle ASFQ et la Ville de Montréal ont travaillé ensemble en partenariat pour apporter de l'aide au commerce de proximité qui ont été, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer aussi, très affectés par la crise et beaucoup sont encore affectés. Alors, cette collaboration avec la Ville de Montréal et avec ASFQ s'est faite de deux manières. Donc, tout d'abord, Architecture sans frontières Québec, c'est le bras humanitaire de l'Ordre des architectes du Québec et on fait une diversité d'interventions pour soutenir les communautés en contexte de vulnérabilité et de crise. Donc, dès le début de la pandémie, ASFQ a mis sur pied un projet appelé Urgence COVID, qui a été appuyé par la Ville de Montréal pour aider les organismes communautaires, mais aussi toutes sortes de petits commerces rendus vulnérables à la pandémie, qui avaient des difficultés à s'adapter aux règles de santé publique. Donc, on a fait plus d'une centaine d'interventions au total pour aider l'audit et l'adaptation spatio-sanitaire de différents établissements. Et durant ce processus-là aussi, on a tiré des leçons et on a formalisé le guide d'adaptation anti-COVID pour commerce en proposant des stratégies d'adaptation simples, temporaires, pour aider le commerce à s'adapter. Donc, un premier projet qui était un jalon dans la collaboration avec la Ville de Montréal et qui a ouvert un autre projet qui s'appelle le projet COVID Design. En fait, les vagues successives de la pandémie qu'on a vues durant l'année 2020 avec la réouverture progressive des commerces puis l'impératif de la relance économique ont vite fait sentir le besoin d'avoir des réponses à plus long terme et plus structurantes que ce qu'on proposait, par exemple, dans le projet Urgence COVID. En fait, la pandémie est vraiment venue questionner, problématiser profondément au sein des commerces le sens, puis aussi l'articulation de toutes sortes de notions qu'on prend des fois pour acquis, comme l'aménagement de l'espace, la santé, la sécurité, l'accessibilité, l'attractivité, la convivialité, le développement durable, le virage numérique, la rentabilité, bien sûr, puis ultimement, le sens le sens qu'on doit donner aujourd'hui à la résilience à l'échelle du commerce. Donc, c'est dans cet esprit-là que la Ville de Montréal, plus précisément le Bureau du design de la Ville, au service de développement économique, a décidé de réaliser un projet de recherche et d'innovation multidisciplinaire qu'on a baptisé à ce moment-là COVID Design, qui a démarré en 2021 et dont la coordination a été confiée à ASFQ. Donc, le projet avait pour objectif de créer un guide d'aménagement qu'on vous propose aujourd'hui, qui est principalement dédié aux petits commerces de la restauration, de l'alimentation et du détail, en proposant des nouvelles façons de planifier l'espace et aussi de penser l'expérience client en mode post-COVID. Donc, un guide qui permet de valoriser tant le travail des professionnels du design, mais aussi de mieux renseigner les commerçants quant aux décisions éclairées qu'ils doivent prendre pour s'adapter à la nouvelle normalité avec des professionnels du design qui peuvent les appuyer. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est le fruit de ce travail-là qu'on vous présente.
Le guide est disponible en français, mais aussi en anglais. Mes collègues vont partager dans le chat les liens si vous n'aviez pas eu le temps de les consulter et si vous voulez les partager aussi avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de tout ça. Le projet a fonctionné sur la base de la constitution d'un comité de pilotage qui a porté le projet. Tout d'abord, à sa tête, Sylvie Champeau, qui va prendre la parole dans un instant. Du côté de la SFQ, on a eu Stéphanie Leduc, qui a sa pratique privée comme designer d'intérieur et d'événements, mais qui a été chargée de projet durant toute une longue partie du projet. Et parallèlement à ça, il y avait Hélène Levasseur, que vous avez rencontrée moi-même, qui étions sur le comité. Sur ça, je n'en dis pas plus. Je passe justement la parole à ma collègue Hélène, qui va vous dire quelques mots sur la méthodologie puis le processus de création de ce nouvel outil pédagogique. Merci. Merci, Bruno. Alors, voici la méthodologie et le processus d'innovation. Donc, nous avons commencé par un appel à profession pour constituer un groupe de travail. Parmi ce groupe, il y a Vincent et Étienne, que j'ai brièvement introduits en ouverture. Donc, Vincent est designer industriel et directeur de création chez Signature Design Communication. Quant à Étienne, il est architecte et aussi chargé de cours à l'Université Laval. Parmi le groupe, il y avait aussi Evelyne Paris, qui est architecte chez Lemay, François Desrosiers, qui est un expert en marketing chez Interim Marketing, Julien Delannoy, designer d'intérieur et chargé de formation pratique à l'Université de Montréal, Jenny Harel, qui est designer graphique et directrice artistique chez Bélanger Design, Michel Lauzon, architecte et designer urbain, président fondateur et chef de la création chez VAL, et enfin, Imen Ben Youssef Zurgati, qui est designer d'intérieur et aussi professeur. Auparavant à l'Université de Tunis, maintenant à l'Université de Montréal. Pour diriger ce groupe, outre Stéphanie des Architecture sans frontières, nous avions un félicitateur, Tony Babinski, qui est aussi directeur de création chez Cornelius. Outre l'appel à la profession pour former un groupe de travail, nous avons aussi constitué un comité consultatif. Je ne vous les présenterai pas tous ici. Par contre, je vous invite à consulter notre guide à la page des crédits. Vous allez pouvoir consulter, en fait, prendre connaissance de ce comité consultatif, mais aussi des autres partenaires et experts qui ont contribué tout au long du projet. Suite aux appels à profession, ou en parallèle de celui-ci, dans le fond, nous avons commencé la consultation des écrits scientifiques. Nous avons aussi fait une veille internationale des pratiques émergentes et la consultation des directives changeantes de la santé publique. Le tout, en fait, pour avoir une meilleure compréhension de la problématique et des contextes et des enjeux qui ont attrait à l'aménagement des commerces en temps de pandémie. On voulait aussi faire une recension des meilleures pratiques en design qui ont émergé tout au long de la pandémie. Nous avons aussi bénéficié du retour d'expérience d'urgence COVID chez Architecture sans frontières, qui ont aménagé plus d'une centaine de petits commerces et d'organismes dans la première vague de la pandémie. Ensuite, les experts ont bénéficié de conférences d'experts et de diverses parties prenantes. Nous avons aussi lancé un appel à idées au milieu des professionnels du design et de l'architecture. Puis, nous avons consulté divers terrains pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passait sur le terrain. En fait, l'idée était de partager nos réflexions, de partager les stratégies aussi qui ont été développées tout au long de la pandémie, du moins au début de celle-ci. Aussi, on voulait en apprendre davantage sur les enjeux du commerce dans le contexte de la pandémie. On souhaitait également identifier les critères de design et les tendances de société qui pouvaient nous mener à la rédaction de lignes directrices. Puis, en fait, on voulait valider auprès de ces personnes les pistes de réflexion et les enjeux prioritaires que nous avions préalablement identifiés. Ensuite, il y a eu la séance de travail du groupe de travail des 8 experts réunis. Il y a eu des phases d'idéation, des phases de divergence et de confrontation d'idées. Ensuite, tout ça pour converger et formuler des recommandations qui ont mené à la rédaction du guide, à l'illustration et à la modélisation des principes clés. Ensuite, une fois tout ça rédigé et illustré, on a validé auprès des représentants des commerces les idées qui ont été proposées.
Il y a eu la production du guide qu'on vous présente aujourd'hui et un document complémentaire qui assemble tous les matériaux qui ont mené à la production du guide. Ce document pourrait être, vous pouvez le demander auprès de la Ville. Ensuite, la dernière phase qu'on complète aujourd'hui, c'est la diffusion et le transfert de connaissances en espérant que toutes les informations que nous avons colligées puissent vous être utiles. Enfin, c'est l'ensemble de cette démarche qui a mené à l'élaboration du guide, en plus d'être le premier document de référence en matière pour la Ville, pour Montréal, Ville UNESCO de design. Il contribue à la mise en œuvre de l'agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture. En fait, un design réussi mise sur des pratiques et des processus qui conjuguent durabilité, créativité et innovation. Les entreprises qui mettent à profit le design et l'architecture contribuent à augmenter, nous croyons, la qualité et l'attrait de nos quartiers et de nos milieux de vie. Sans plus tarder, je laisse la parole à ma collègue Sylvie qui vous fera la présentation du guide d'aménagement Commerce résilient, repenser le design de commerce après la pandémie. Merci. Merci beaucoup pour cette mise en contexte et je suis vraiment, vraiment enthousiaste de voir autant de personnes qui participent à cette présentation. Évidemment, on s'adresse aujourd'hui à des professionnels, principalement des entreprises, des firmes de design, d'architecture, de graphisme. Donc, vous êtes des intervenants de première ligne auprès de nos commerçants, commerçantes montréalais, montréalaises. Et donc, on s'adresse à vous. On va vous présenter en fait le contenu du guide d'une démarche qui, moi, je qualifie comme un luxe. En fait, on s'est donné le luxe de réfléchir ensemble dans l'interdisciplinarité. On s'est donné tout près de 6 mois pour étudier les besoins, consulter les commerçants en période de crise, bien saisir les enjeux, regarder ce qui se fait ailleurs, questionner nos propres pratiques. Et dans le fond, c'est ce processus-là qu'on recommande, dans le fond, à toute intervention en design, évidemment. Et c'est autour de cette discussion qui s'est échelonnée là, dans les premiers, dans les premières phases, des premiers jalons de la pandémie, si on peut dire, là, qu'on a, dans le fond, notre idée a beaucoup évolué au cours de ces travaux-là. Et ce qu'on vous présente aujourd'hui, il faut quand même se mettre en contexte. On se ramène là, à septembre 2020. Et donc, on a pris le pari, c'est-à-dire des solutions qu'on allait apporter, on les a évaluées on les a proposées dans un contexte, on va dire, optimiste pour l'époque. On se dit, on va sortir de la pandémie, mais il y a fort à parier qu'on va vivre avec. Alors, je pense qu'on a pris le bon pari. Et donc, les solutions qu'on propose aujourd'hui sont des pistes. Et vous, comme professionnel, en fait, le guide doit être pris comme un outil de sensibilisation pour vos clients, pour votre clientèle commerciale ou même d'autres domaines corporatifs. Il se veut une aide à la valorisation de vos services, à l'explication, dans le fond, du rôle que vous pouvez tenir dans un contexte de mandat pour revoir l'aménagement d'un commerce. Donc, ça nous a souvent été demandé d'apporter des outils, de vous aider, dans le fond, à expliquer le travail que vous faites et valoriser votre approche. Donc, c'est vraiment l'usage principal du guide en ce qui vous concerne, parce que, bon, c'est bien sûr que le guide a été fait à l'intention de 2 publics cibles principalement, vous, les professionnels, donc que ce soit un outil d'aide à la décision pour vos clients et bien sûr pour les commerçants, pour les amener à se poser les bonnes questions et à mieux saisir en fait, à être des clients éclairés. Donc, arriver avec une préparation et pouvoir compléter en fait, réaliser leurs aménagements en recourant à vos services. Donc, ce n'est pas un guide qui
se substitue à vos services. Au contraire, c'est un guide qui aide les commerçants à se préparer, à se poser les bonnes questions et à recourir à vos services pour aller plus loin et être de bons clients. Cela dit, on a opté pour une présentation du guide qui se déroule dans le fond selon on a appelé ça les moments de vérité, ou les moments ou le parcours en fait d'un consommateur depuis l'idée du besoin de consommer jusqu'à sa sortie et la trace, l'expérience qu'il a vécue dans le commerce. Alors, ça se déroule en 7 étapes. Donc, il y a le moment de la présence numérique. Donc, toute l'approche numérique qui a pris énormément d'emphase pendant la pandémie. Donc, est-ce qu'on a la possibilité de vérifier, par exemple, en ligne, la disponibilité, l'ouverture du commerce, les mesures sanitaires qui sont en place? Est-ce qu'on peut acheter en ligne? Donc, la présence numérique est le premier moment de contact avec le commerce. Le deuxième, c'est si on y va sur place, soit pour récupérer une commande ou pour vraiment vivre une expérience de magasinage renouvelée ou de consommation renouvelée. Donc, il y a toute l'approche du commerce, ce qu'on perçoit depuis l'extérieur du commerce. Évidemment, il y a la question de l'attente qui a varié. Évidemment, depuis le début de la pandémie, il y a eu de très longues files d'attente au début et la situation a évolué, mais il demeure quand même qu'il y a de l'attente parfois. Et donc, comment on peut tirer profit de cette attente? L'entrée et l'accueil dans le commerce, donc, représentent là aussi des occasions de revoir l'aménagement, revoir la dynamique et l'expérience. Et il y a évidemment la présence dans le commerce, donc pendant la visite d'un commerce, comment donc les éléments qui peuvent être revisités. Toute la zone ou l'aspect transaction en magasin. Et finalement, le départ du commerce. Et donc, ça va jusqu'à la trace ou l'ambiance et l'expérience qui perdurent au-delà du départ du commerce. Donc, ce sont les 7 moments qu'on a explorés ensemble, le groupe de travail, et pour lesquels on apporte des solutions. Maintenant, les solutions qu'on apporte ici, probablement que vous les connaissez ou que vous auriez pu les mettre en pratique aussi. On a voulu aller un peu plus loin que de présenter simplement des mesures d'adaptation, ce qu'on avait déjà fait au début de la pandémie dans le cadre des mesures d'urgence. Les avenues qu'on propose ici sont, on va dire, des éléments de vérification, c'est-à-dire que le commerçant qui parcourt les recommandations qui sont là, ce n'est pas exhaustif, il y en a plusieurs autres que vous pourrez apporter, mais elles amènent un questionnement. Et c'est ce questionnement-là qui nous apparaissait nécessaire. Nous, on a revisité certaines choses, on a voulu aller donc plus loin à certains égards en termes de technologie, d'interactivité, de transformation de l'expérience, compte tenu de l'émergence plus marquée des technologies, en fait, du commerce électronique. Donc, le repositionnement du modèle d'affaires, notamment, comment l'expérience en magasin ou en boutique, en restaurant ou en épicerie va apporter une expérience différente et complémentaire à l'expérience numérique. L'ouvrage s'est concentré autour de 3 types de commerce, mais vous avez certainement constaté que les recommandations qui sont là pourraient s'appliquer à d'autres types de commerce que ceux qu'on a représentés, à savoir le commerce de détail, donc la boutique, le restaurant ou l'épicerie. Et évidemment, on a tourné beaucoup autour des petits commerces. On voulait rejoindre une majorité de commerces montréalais, sachant que les grandes bannières ont davantage la capacité de se doter en fait d'équipes internes ou externes de designers, d'architectes, d'experts en marketing, publicité, etc. Donc, on voulait servir le plus grand nombre de petits commerces montréalais. Voilà, alors je vais présenter mon écran maintenant et parcourir avec vous ce guide. Alors, peut-être juste me confirmer en hochant, Hélène, si mon écran est visible. Merci. Bon, alors,
On a, pour l'utilisateur du guide, en fait, il est possible d'aller directement aux sections qu'il souhaite consulter et qui l'interpellent particulièrement. C'est sûr qu'on favorise une approche globale. Le design, c'est global. Des approches fragmentées sont peu recommandées. Alors, un commerce qui veut vraiment se donner toutes les chances de réussir, devrait regarder et poser des gestes dans l'ensemble des 7 moments de vérité qu'on a identifiés. Évidemment, comme Bruno l'a mentionné au début, il y a des tendances de société qui ont émergé de la crise et par contre, il y a des éléments particuliers qui ont exacerbé des critères de design, des critères de qualité que j'appelle, qui étaient présents auparavant, mais qui sont devenus plus importants et qui ont retenu l'attention de notre groupe de travail. Alors, on parle ici, par exemple, de l'importance de la qualité. On a vu beaucoup d'interventions temporaires, des matériaux utilisés qui avaient des durées de vie très courtes. Alors, dans une approche plus pérenne, qui est la volonté de ce guide, d'aller plus loin que les adaptations temporaires, on mise beaucoup sur la qualité et la pérennité. On s'est préoccupé aussi énormément en termes de fonctionnalité de la santé, du confort, de la sécurité des employés, des clients et de l'accessibilité des lieux qui ont vraiment été négligés, on va dire, pendant la pandémie et par mesure d'urgence vraiment, là, dans la précipitation des adaptations. Ces éléments-là, ont été parfois esquivés. On relate sur les aspects fonctionnels la grande importance d'avoir des aménagements adaptables, flexibles, pour que si on devait revenir en arrière ou revoir des restrictions s'appliquer dans le commerce, que les adaptations nécessitent des moins grands investissements, que la fermeture complète puisse être évitée et que l'on puisse donc réaménager, réorganiser l'espace pour être plus résilient et plus rapidement, donc plus d'agilité aussi. Évidemment, il y a eu on pourrait pas, il est impensable pour les commerçants si durement éprouvés de revenir, de survivre à une deuxième vague de fermeture totale. Donc, il faut vraiment être capable l'objectif, c'est de pouvoir rester ouvert tout en protégeant sa clientèle et ses employés. La pandémie a exacerbé le besoin d'offrir maintenant des expériences multisensorielles et de valoriser en fait l'esthétique des commerces parce que la panoplie d'autocollants, de rubans, de circulation, de contrôle de circulation, de parcours, la panoplie d'affichage pour les mesures sanitaires, tout ça est venu un peu diminuer la qualité esthétique, les qualités esthétiques et visuelles, semer même une confusion visuelle à plusieurs égards. Donc, on revient ici sur l'importance de dégager et de recréer une expérience intéressante pour l'usager. Alors, rapidement, donc je vous ai parlé de la présence numérique, l'achat en ligne, c'est un incontournable, gagner en efficacité. Le rôle du design ici et de vous, professionnels, c'est de faire le lien, en fait, beaucoup entre les outils numériques qui sont mis de l'avant et le lieu physique. Donc, on reconnaisse l'identité et les valeurs du commerce à travers ces différentes plateformes et ces différentes interfaces. Évidemment, on veut être mémorable, on veut que le commerce soit mémorable, soit approprié par sa clientèle. Et donc, toute l'identité et la convivialité des outils de la présence numérique sont grandement importants parce que ça peut être vraiment quelque chose de répulsif si ce n'est pas fait à cette image-là. Au niveau de l'approche du commerce, on a identifié donc une série de facteurs qui sont déterminants. L'extériorisation du commerce, donc l'animation de la façade, être capable de percevoir une activité de la façade puisque souvent l'entrée a été limitée ou camouflée par les files d'attente, justement. On veut attirer vers l'intérieur.
Dans le guide, on présente un peu un résumé ou des exemples de la mise en pratique, l'illustration en fait des principes que l'on a évoqués. Alors, on voit ici facilement une entrée dégagée de plein pied, non obstruée. On peut voir déceler l'activité à l'intérieur, une aire d'attente confortable, une entrée et une sortie distinctes. Et donc, la versatilité du commerce ici qui s'est adapté, qui peut à la fois recevoir des clients à l'intérieur comme à l'extérieur, des zones de service intérieures et extérieures. Donc, si on devait fermer l'intérieur, la salle à manger, on est capable de desservir des clients à l'extérieur et d'offrir aussi une expérience de consommation. Les petits bancs peuvent être amovibles, s'enlever selon les saisons et répondre à différents besoins. Évidemment, on peut penser que ça pourrait devenir obstruant, notamment pour le déneigement, alors possibilité de les retirer au besoin. Donc, le mot ici, c'est vraiment flexibilité, versatilité, luminosité pour l'accessibilité aussi à toutes les personnes et ne rien négliger sur les aspects de confort, justement si les gens doivent attendre à l'extérieur, donc offrir des zones d'attente confortables et dynamiques. Alors, les files d'attente ou l'attente, on les a perçus plutôt comme des opportunités de faire découvrir des produits, des services, de favoriser la rétention de la clientèle. Donc, c'est vraiment les conseils et la créativité peut exploiter ces avenues-là de multiples façons. Et évidemment, on a confiance en vous pour trouver d'autres façons d'animer et de tirer profit de ces files d'attente-là en termes d'aménagement, mais aussi en termes de conseils au niveau du design de service, notamment. Ici, on a voulu aller plus loin justement en présentant une vitrine dynamique où l'activité commerciale ne se situe pas uniquement à l'intérieur, mais on peut faire de l'essayage virtuel à l'extérieur. On peut récupérer une commande à l'aide des casiers ou retourner des produits. Donc, on n'a pas, si par exemple la capacité intérieure du commerce est atteinte, on peut quand même offrir une expérience à l'extérieur du commerce. La même chose pour l'épicerie. Le service passe de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire que l'attente permet de déguster des produits, d'avoir des sensations olfactives aussi à l'approche du commerce, de sentir la bonne odeur du café, de percevoir la fraîcheur des produits et, par exemple, dans une journée chaude, de pouvoir se rafraîchir aussi avec une brume et qui peut servir à la fois à rafraîchir les aliments qui sont à l'extérieur. Et aussi, ça permet de briser l'isolement. Donc, cette expérience qui est offerte à l'approche du commerce répond aussi à un besoin de socialisation, malgré tout. L'entrée et l'accueil sont des moments importants, donc on s'y est attardé, évidemment. Comment on peut réinventer l'entrée, miser sur le contact humain, c'est ressorti à tous les moments. Dans cette pandémie, les gens avaient besoin de ce contact humain. Alors, pour certains commerçants, ça a été une difficulté de dédier du personnel, de la main-d'œuvre si rare, à l'accueil de la clientèle ou au respect des règles sanitaires à l'entrée des commerces. Mais donc, pourquoi pas combiner ces fonctions-là à un accueil chaleureux et des façons peut-être même ludiques d'appliquer ce rituel de lavage des mains ou de port du masque. Alors, on voit ici que pourquoi pas, le parti qui a été pris par le groupe de travail, c'est de dire, les stations de lavage peuvent être autre chose qu'un gel d'alcool à l'entrée sur un stand avec du duct tape. Il y a moyen d'intégrer ça de façon harmonieuse aux environnements et d'en faire un rituel. Se laver les mains peut même être une expérience olfactive intéressante, faire découvrir des produits qui sentent bon, qui vont adoucir les mains et qui sont intégrés au commerce et situés à l'entrée comme ça sont un passage obligé, une expérience intéressante. On voit aussi dans ce commerce-ci que l'entrée est dégagée et qu'il y a des éléments fonctionnels aussi qui ont été intégrés. Par exemple, on ne voit pas les produits de nettoyage, on ne voit pas la poubelle, tout est camouflé, tout est intégré. Donc, ça ajoute aussi aux critères d'esthétisme dont on a parlé plus tôt. Pendant la visite du commerce,
en fait, il est important de dégager les espaces, d'opter pour la flexibilité, de délimiter les espaces. Et ici, le mobilier joue un très grand rôle pour justement délimiter ces espaces-là. Les étalages, les tables peuvent être disposés, en fait, gagneraient à ne pas être fixes et donc pouvoir délimiter l'espace en eux et être modulés selon les périodes d'achalandage, les restrictions sanitaires si elles venaient à être réduites au niveau de la capacité des lieux. Donc, on vise vraiment une circulation fluide. Plusieurs commerces ont expérimenté les circulations à sens unique, les parcours dirigés, mais ça crée énormément de conflits. Alors, on a appris de tout ça. Au plan commerce, peut-être que vos clients dans le commerce vous proposeront ou auront déjà fait le virage de la mutualisation des services, c'est-à-dire de diversifier ils ont déjà peut-être modifié leur modèle d'affaires et inclus des services complémentaires, peut-être mutualiser des produits, la vente de produits avec des commerces locaux. Plusieurs épiceries ont intégré des produits de petits commerces qui ont dû fermer ou dont les opérations étaient limitées à proximité. Donc, cette ouverture, dans le fond, la pandémie a apporté beaucoup de solidarité entre les commerçants et donc a permis d'identifier certaines solutions qui deviennent pérennes. Je reviens rapidement là, sur le choix des bons matériaux. Évidemment, toute la désinfection, les aspects sanitaires ont appelé beaucoup à la durabilité des matériaux. Alors, c'est quelque chose à tenir en compte dans les aménagements, la durabilité des matériaux, parce qu'on doit justement nettoyer à plus grande fréquence. Et il y a certaines surfaces aussi qui sont plus faciles à entretenir, à nettoyer, moins poreuses, moins susceptibles de capter aussi diminuer les facteurs de propagation. Donc, ici, on représente un peu cet aspect où l'émergence des produits locaux, et ça a été vraiment quelque chose de marquant dans la pandémie et les commerces ont tout intérêt à mettre en valeur les produits, les arrivages locaux, parfois même dédier certaines zones pour faire la vente de produits de marchands locaux et de produits complémentaires. Donc, ils bonifient leur offre commerciale. Donc, en plus de vendre la pizza, on peut vendre des produits d'artisans locaux qui complètent la pizza et les accompagnements, les condiments, etc. Ici, le mobilier nous présente effectivement une belle versatilité, le mobilier sur roulette, et il induit la distanciation avec notamment des marquages visuels et graphiques. Au niveau de la transaction, évidemment, l'aspect technologique est fort important. On recommande maintenant, c'est sûr, les technologies sans contact, mais tout en favorisant quand même le contact humain. Alors, la zone de transaction peut devenir une zone où on augmente les opportunités de présentation de produits, de vente, d'achat pendant l'attente ou les caisses en libre-service, évidemment. On veut optimiser, on veut une fluidité. Donc, la zone de transaction, il faut que ça aille vite pour permettre l'entrée d'un plus grand nombre de clients dans le commerce. Et aussi, à la transaction, on veut améliorer l'expérience par une approche personnalisée. Donc, l'accueil quand même si on est en caisse libre-service où on tente de plus en plus d'autonomiser le consommateur, mais quand même d'offrir du soutien avec du personnel. Mais ça se prévoit aussi dans l'aménagement. Donc, ici, notre groupe de travail s'est avancé pour proposer un concept où, si justement on peut acheter tous les produits en ligne et qu'en ligne, ils sont disponibles dans toutes les grandeurs, évidemment, pour commander, mais peut-être que miser sur un commerce où on présente une multitude de produits, mais en une seule grandeur, et en utilisant davantage l'arrière-boutique pour contenir les échantillonnages. Donc, ça peut être intéressant, ça permet de présenter plus de produits, une plus grande diversité et faire, dans le fond, des magasins qu'on va appeler plus des showrooms que des magasins où on retrouve toutes les grandeurs pour tous les produits. On voit aussi ici que l'aire d'attente pour passer aux caisses sans contact est une zone d'opportunité pour vendre des produits qui se prennent rapidement et qui agrémentent le moment d'attente.
On a aussi ajouté, avec tout l'aspect technologique, on recommande évidemment d'adoucir ces technologies avec l'apport d'éléments naturels, que ce soit des végétaux ou des images de nature. Ensuite, au niveau du départ du commerce, encore là, il faut que ce soit un parcours dégagé. La signalétique doit être claire jusqu'à la fin. Et évidemment, pour réduire l'empreinte écologique, ce qu'on a vraiment remarqué pendant la pandémie, c'est tout ce qui est jetable, tous les dispositifs à usage unique. Il y a une quantité énorme de déchets qui est générée. Alors, revenir à cette conscience environnementale où, tout en harmonie avec l'identité du commerce, on veut réduire au maximum tous les éléments d'emballage qui sont à usage unique et donc favoriser, dans le fond, mettre en place des systèmes de consigne, récupérer, revenir avec son matériel parce que la plupart plusieurs entreprises ont laissé tomber la récupération à cause des risques de propagation du virus. Alors, on compte beaucoup sur les designers pour trouver des solutions novatrices pour permettre de maintenir ces mesures écologiques. Enfin, le guide vous propose des plans d'aménagement qui présentent des grands principes. On n'est pas allé dans des concepts très, très détaillés, mais c'est vraiment encore là pour les commerçants de réfléchir à la spatialité. Alors là, au-delà des petits détails qu'on a illustrés, on arrive ici avec un plan d'ensemble qui nous permet de voir comment ça se transpose dans l'expérience, dans le parcours. Alors, on retrouve justement une animation on a déplacé ici dans le restaurant les activités, disons, de cuisine, de service. On les a mis en façade pour justement animer la façade et rendre le commerce attrayant et montrer l'activité qui se déroule. Donc, c'est un déplacement vers la façade plus dynamique. Le seuil, donc l'approche du commerce, se veut polyvalente, ouverte, pouvant accueillir plusieurs fonctions. On retrouve notre station sanitaire dès l'entrée qui constitue notre rituel du lavage des mains et un passage obligé vers l'intérieur. Le parcours de la clientèle est fluide, il est dégagé et le mobilier donc favorise une distanciation intuitive et la salle à manger peut contenir par exemple des cloisons amovibles, des tables qui peuvent se disposer autrement autour de grands bancs et qui pourraient par exemple se transformer en zone de traiteur, de service, de ramassage facilement, du jour au lendemain. Au niveau du commerce de détail, même chose, donc la dynamisation du commerce en façade, maximisation du stock en arrière-boutique, démontrer une plus grande capacité de produits uniques au niveau de l'étalage du commerce, on va dire, intermédiaire, et procurer des expériences quand même privilégiées pour l'essayage. Donc, c'est une façon de revoir un peu le service. On a moins de matériel en avant, mais on peut essayer plus de quantité, plus de grandeur à l'extérieur, par l'arrière et offrir des zones donc protégées au niveau des salles d'essayage, donc avec le moins de contact possible. On retrouve aussi les casiers. On propose d'utiliser l'arrière-boutique, donc que ça donne sur une ruelle, par exemple. Donc, il y a la possibilité d'utiliser l'arrière du magasin, les accès normalement de services où on peut justement venir offrir des services de récupération, de livraison. Donc, tout l'aspect de l'arrière-commerce a grandement été discuté avec le groupe de travail et gagnera à être exploité lorsque c'est possible, évidemment. Au niveau du commerce d'alimentation, encore là, on préconise une entrée et une sortie distinctes. Ce n'est pas souvent le cas. Donc, oui, il faut revoir des fois la configuration. Dans le cas de nouveaux commerces, c'est quelque chose à préconiser. Et la mixité. Donc, d'offrir, par exemple, un espace où on peut consommer de la nourriture, des breuvages, de magasiner, de faire son épicerie et une zone de service et de caisse à la sortie, tout en offrant une expérience déjà à l'entrée, à l'extérieur du commerce. Donc, il y a l'extériorisation du commerce ici qui est importante
et la mixité, c'est deux concepts qui ont souvent été évoqués par le groupe de travail et qu'on pourra revoir. Enfin, le guide se complète par une liste de vérification. C'est le checklist pour les commerçants. Ça peut être intéressant de voir ça si vous êtes en relation client avec un commerçant, bien, de repasser en vue ces éléments-là et de voir comment vous pouvez y contribuer, vous ou en interdisciplinarité avec d'autres professionnels qui sont liés de près ou de loin au commerce, là. C'est bien important, on recommande pour qu'un projet d'aménagement commercial soit gagnant, mais c'est que tout le monde y participe. Et ça inclut le personnel du commerce, ses propriétaires et pourquoi pas des clients. On a mis à la disposition des commerçants une liste de ressources qui allaient dans le sens un peu des discussions et qui ne pouvaient pas être couverts dans ce guide. Alors, on les retrouve ici. Il y a le répertoire des designers montréalais qui est publié sur designmontréal.com, dans lequel les commerçants peuvent consulter le portfolio de plusieurs designers qui se sont qualifiés pour faire partie du répertoire. Donc, c'est assez facile d'y accéder. Il faut tout simplement avoir été reconnu dans le cadre de prix, de concours, donc une reconnaissance par les pairs. Finalement, le bureau du design ne fait pas de sélection éditoriale. Par contre, on se fie sur le jugement dans le cadre des jurys, par exemple, ont attribué des prix. Dans le cadre des prix, par exemple, les grands prix du design. Donc, toutes les firmes primées se retrouvent et qui sont établies à Montréal peuvent se retrouver dans le répertoire. On a la possibilité de présenter des réalisations sur la carte Design Montréal, donc des réalisations commerciales. En fait, toute réalisation primée ou pas, qui fait partie, en fait, qui a été réalisée par des firmes du répertoire, peuvent être présentées sur la carte Design Montréal. Et donc, ça permet de localiser ces projets-là, de les voir et peut-être d'y aller sur place pour les consommateurs. Voilà. Merci. C'est sûr qu'on remercie grandement. C'est un ensemble de participants qui ont contribué à ce guide. Je vous dirais, le guide, c'est un peu la partie émergente et utile et publique de ce groupe de recherche qu'on a appelé COVID Design. Mais il y a une panoplie d'informations, d'éléments de recherche aussi là, qui sont encore plus... qui sont disponibles et qui, si vous intéressent, pourraient être fournis là, sur demande sans problème. Mais ce guide-ci se voulait vraiment pratique, accessible et une invitation à aller plus loin avec vos services. Voilà. Alors, Hélène, je pense qu'on va pouvoir maintenant passer à la période de questions, d'interaction avec nos experts. Oui, tout à fait. Donc, j'invite Étienne et Vincent à ouvrir leur micro. C'est sûr qu'on pourrait y aller par des questions aussi. On peut lancer la discussion, par exemple. Le fait d'avoir Vincent et Étienne avec nous aujourd'hui, c'est un peu l'opportunité pour vous, chers designers, architectes, d'en apprendre davantage, dans le fond, de pousser la réflexion au-delà du guide. Par exemple, je propose peut-être Vincent et Étienne, dans le fond, de lancer la discussion sur le thème des angles morts. Dans le fond, qu'est-ce que vous avez découvert durant le processus? Qu'est-ce que vous retenez de l'expérience? En fait, quels sont les insights que vous pourriez donner à vos collègues lorsqu'ils ont affaire à un design en temps de pandémie ou post-pandémie ou en état constant de pandémie? Alors voilà, je vous donne la parole à ce sujet-là. Puis pendant ce temps-là aussi, moi, je vais voir les questions, puis je relancerai la discussion au besoin. Vincent, est-ce que tu veux commencer ou tu veux que j'ouvre la marche? Ouais, je peux me lancer. Bon, bonjour à tous. C'est sûr que derrière tout ce guide, il y a définitivement un processus, puis je crois que c'est surtout sur ce point-là, moi, que je voudrais discuter avec vous. On a eu la chance de prendre le temps, ce qui est souvent rare là, dans des projets. Souvent, on est très pressé, beaucoup de contraintes, des enjeux. Là, ici, on avait vraiment le temps de réfléchir, ce qui est définitivement un luxe, comme ce que Sylvie a mentionné. Là, on se voyait un peu comme un guide d'accompagnement décisionnel.
Donc, on voulait aider là, à la fois les commerçants, on voulait vous aider aussi comme consultant à vous donner les bons arguments. Parce que c'est souvent ça avec les clients, on veut les éduquer. Nous, on s'est dit aussi qu'on voulait définir c'était quoi les vecteurs de changement. C'est qui les acteurs qui peuvent avoir une bonne portée dans ces projets-là, puis avoir un effet de levier. Donc, c'est quoi, c'est sur quel angle, puis comment est-ce qu'on peut regarder le problème pour vraiment définir ces points-là qui peuvent avoir un grand impact dans des aménagements. Une des approches, nous, qu'on a préconisées, c'est ce qu'on appelle le fail fast. Donc, on s'est dit, on va faire preuve d'humilité, on n'a pas toutes les réponses, mais on va poser les bonnes questions. Donc, on a testé très rapidement nos idées avec beaucoup de commerçants. Donc, ce n'était pas l'idée de faire un entonnoir très rapidement et d'arriver avec 2, 3 concepts. Non, c'était l'idée d'avoir des dizaines et des dizaines d'idées et de les tester super rapidement, mais avec des gens sur le terrain. Donc, oui, entre professionnels, on a certains réflexes, mais eux, sur le terrain, ont des problématiques opérationnelles, ils ont des problématiques d'employés, ils ont beaucoup de choses que nous, on ne voit pas nécessairement avec nos lunettes. Donc, c'était une des approches qu'on a vraiment préconisées, c'est vraiment d'être empathique face à leur situation. Ils étaient en cas de crise, ils ont des problèmes financiers, c'était très, très difficile pour eux de vivre ça. Donc, ils nous ont donné de leur temps et on les a intégrés dans notre processus, ce qui nous a un peu démontré que même nous, on avait des angles morts dans notre façon d'approcher le problème. Puis il y avait des liens souvent très importants au niveau, justement, opérationnel. Puis c'est là qu'on a vu des points de friction entre les usagers, entre les personnes, entre les commerçants. Puis de là, il y a découlé beaucoup, beaucoup de solutions. Puis ça a un rapport très intrinsèque avec l'expérience de l'usager. Donc, si je me rappelle, il y a des constats au niveau des flux de circulation, l'idée des marchandisages, l'inventaire, d'idées de casier de retour. Tout ça, c'est des choses qui sont venues en discutant avec les commerçants puis qu'on a trouvé super intéressant. Puis, je pense aussi, un des gros facteurs, c'est qu'on doit mettre l'humain de l'avant. Je me rappelle de monsieur, le propriétaire de Bagel Saint-Viateur, il nous disait, l'expérience chez moi, ce n'est pas mon produit, c'est les gens qui font le produit, c'est l'expérience, c'est l'odeur. Les gens viennent voir à l'intérieur de mon commerce parce que mes employés, je les mets de l'avant. C'est eux qui sont importants. Donc, il y a ce rapport-là des fois, on oublie un petit peu, puis on rentre vraiment dans le détail, puis dans la matérialité. Mais derrière tout ça, il y a des gens. Puis c'est vraiment avec ça que nous, on voulait mettre l'humain de l'avant. Donc, pour finir, de mon côté, je dirais que faut être à l'aise avec l'incertitude de nos choix. Donc, c'est très déstabilisant tout ça, mais c'est là que la magie se crée. C'est là qu'il y a de l'innovation, c'est là qu'on est inspiré, puis c'est notre rôle en tant que designer de voir clair à travers tout ça. Donc, voilà mon petite introduction. Étienne, je te laisserai la parole. Merci Vincent. Étienne, excuse-moi, en fait, j'inviterais tout le monde à ouvrir votre caméra si possible. En fait, c'est le fun de parler, de discuter avec des visages. Donc, si c'est possible pour vous de le faire, on apprécierait. Merci. Super, merci Vincent. Moi, dans les angles morts, en fait, je le vis au day-to-day, hein, au jour le jour là, dans les projets. Déjà, le guide, je commence à l'utiliser lorsque j'aborde des projets de commerce. Certains commerçants ont vraiment beaucoup de réceptivité. L'idée d'avoir une station de lavage de main, on fait des boutiques pour des jeux de société. En fait, les gens vont là, jouent à des jeux. Puis évidemment, ils manipulent des pièces, manipulent des jetons. Puis le client a vraiment accepté l'idée. Eh bien, oui, il faut absolument que les gens se lavent les mains. Puis il en a fait un peu un élément de marque distinctif. Fait que j'étais super content que ça embarque puis que ça soit tout de suite, là, on va dire, accepté. Dans d'autres cas, il y a beaucoup de clients qui sont en déni, qui vont dire non, la COVID, ça achève, on n'en a plus de besoin. Fait qu'il y a une forme d'éducation, puis le guide sert un petit peu à ça, à éduquer d'une certaine manière. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Je pense à des discussions qu'on avait eues avec des quincailliers en cours de projet de recherche. Les quincailliers, entre autres aux caisses, on leur parlait de caisses sans contact. Puis pour plusieurs, c'était en mode, ben non, nous, ça fait partie de notre expérience de marque. On veut un contact humain chaleureux. Il faut absolument que la personne, à la fin, ait une relation de vente avec un humain à la fin. Puis l'idée d'avoir pas de ce contact-là était complètement farfelue puis vue comme une aberration. Puis en grattant un peu, en cherchant à comprendre les motifs, on finit par comprendre que l'enjeu était aussi beaucoup d'éviter de se faire voler, d'avoir un certain contrôle sur les produits, tout ça. Puis en montrant des références, comme les boutiques Decathlon, ont des systèmes de paiement sans contact qui sont vraiment super performants, les caisses du Ikea qui sont très sans contact. Puis finalement, ces commerces-là, les gens
il faut faire évoluer un peu les mentalités. Ils ne vont pas toujours dans des commerces pour avoir des relations avec un caissier, mais peut-être plus d'avoir des humains qui sont sur le plancher, qui nous guident, qui nous permettent de découvrir les produits, qui nous conseillent. C'est peut-être là que le contact humain se fait. Fait qu'il y a une forme d'éducation à avoir là-dedans. Fait que c'est pas tant je ne suis pas sûr si je réponds vraiment à la question des angles morts, mais je suis plus en train de le vivre puis de réaliser qu'il y a du travail encore à faire, puis que ça, c'est un outil parmi d'autres, puis qui est en place. Il y avait une des questions, je pense, au début, qui parlait des interactions avec la municipalité. Ça a été intéressant aussi parce que lors du processus, on a quand même eu des discussions avec les gens de la Ville de Montréal, puis Sylvie aussi ouvrait vraiment la voie en disant, écoutez, imaginons là, que vous faites un nouveau commerce, puis là, que la Ville est comme un peu réceptive à tout ça, les terrasses extérieures, parce qu'évidemment, dans nos idées, d'emblée, on voulait s'approprier l'espace extérieur. Fait que dans les options qu'on avait élaborées en concept, souvent, on voit que la façade est un peu en recul de la rue, de manière à dégager une zone qui appartient au commerce, mais qui est extérieure. Évidemment, ça vient avec un paquet d'enjeux constructifs. Comment est-ce qu'on isole ça? Comment est-ce que la ville va accepter le fait d'avoir un front construit qui est légèrement en recul? Donc, il y a quand même un peu d'éducation puis d'éléments à mettre en place, mais les exercices qu'on avait fait, on les trouvait quand même peut-être convaincantes sur certains points, puis on se disait que ça peut être au contraire vraiment intéressant d'avoir une rue commerçante avec des mini-alcôves qui permettent d'avoir des zones de retrait puis des zones d'attente. De façon complémentaire, Étienne, puis pour répondre à une question dans le clavardage, c'est sûr qu'on a mené les travaux de façon très, très ouverte. On était très réceptifs à l'ensemble des recommandations d'experts. Et d'ailleurs, le groupe de travail a émis un ensemble de recommandations à la Ville de Montréal où il y a des changements qui pourraient être apportés, notamment pour l'utilisation plus pérenne du domaine public, par exemple. Donc, à l'extérieur des commerces, on a vécu pendant la pandémie, la première année, en fait, le premier été où la ville a concédé davantage d'espace en piétonnisant notamment des rues, en octroyant des permis pour des terrasses plus grandes. Donc, en étant plus souple dans ces mesures, ça a vraiment permis à plusieurs commerces de s'en sortir finalement parce que l'accès à l'intérieur du commerce était très, très limité. Donc, la ville a appris de ces expériences-là. Ça s'est bien déroulé. En fait, la ville n'est pas le seul, on va dire, gouvernement sur son territoire. Dans le contexte de la pandémie, il y avait évidemment tout ce qui est de l'ordre de la santé, donc qui était gouvernemental, provincial. Et la même chose au niveau de la régie des alcools, des courses et des jeux, donc pour tout ce qui était consommation extérieure. Donc, je pense que tous les acteurs se sont mis ensemble pour assouplir des règles et permettre des choses assez rapidement, finalement, des dérogations. Cela dit, un peu tout le monde pensait ça allait être passager, la pandémie. Et maintenant, on regarde un peu plus dans la pérennisation, dans la pérennité de certaines mesures qu'on a appliquées. Donc, il y a des changements profonds. Nous, ça s'inscrit en fait à tous les arrondissements, tous les services centraux. On apprend de ces règles-là et on implante donc progressivement des nouvelles façons de faire, de penser. C'est sûr que le prochain plan d'urbanisme et de mobilité à la ville, il va intégrer ces nouvelles notions de résilience, de partage de l'espace public. Et s'en suivra aussi la modification des règles aussi à l'égard de l'émission des permis. Donc, c'est une adaptation qui prend du temps. Parce que les règles sont liées à des lois, la loi sur les cités et villes, et il faut les changer. Alors, ça explique pourquoi on s'est avancé dans certaines propositions du guide, mais on est allé de façon prudente parce que des choses qui doivent faire l'objet de modifications réglementaires ou législatives. Mais je pense que tout le monde est dans un esprit d'ouverture et de facilitation pour favoriser, en fait, la survie des commerces et plus que leur survie, leur prospérité sur le territoire montréalais. Donc, il faut être indulgent, mais on invite, et c'est vraiment ce qu'on s'est dit à la fin des travaux, on invite les professionnels, tous les designers, les architectes de toutes les disciplines à oser être créatifs, trouver des solutions et les amener aux arrondissements
Et oui, il y a peut-être il y a sûrement des petits débats, des petites batailles à mener, mais on est très ouvert aux solutions. Il y a une ouverture à la créativité, à l'innovation à Montréal comme il n'y a jamais eu. Donc, et d'ailleurs, quand on dit que le guide est une application concrète de l'agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design en architecture, ben, c'est une politique et cette politique, elle prend vie parce qu'on a identifié les designers et les architectes comme étant des alliés dans cette transformation. Donc, on va recevoir les bonnes idées, les solutions, les innovations et on va essayer de faire ce qu'il faut pour les mettre en place. Alors, toutes les solutions ne sont pas là. On est ouvert aux solutions et ce n'est pas tout qui est possible actuellement. Il y a des freins, mais on va s'y attaquer en un. Merci. Dans le chat, on avait une question plus particulièrement à propos des quincailleries où, dans le fond, on pourrait transposer à tout autre commerce où ils ont des objets volumineux. Donc, vous, en design, est-ce que vous auriez, ou en architecture, en aménagement, est-ce que vous auriez des suggestions, dans le fond, comment rendre ces locaux-là, ces commerces-là, dans le fond, où ils n'ont pas le luxe d'avoir une arrière-boutique pour justement stocker les vêtements ou les choses comme ça? Est-ce qu'il y a des stratégies qui ont été imaginées à cet égard-là? Je peux prendre la parole. Ben, ça a été des discussions qu'on avait eues, puis effectivement, les quincailleries ont une réalité qui est bien particulière, puis surtout dans le cas de la pandémie, où est-ce que les gens allaient sur place en quincaillerie, achetaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient, puis après ça, revenaient avec du stock après. Fait que le département, on va dire, des retours était surchargé, puis c'est comme ça dans plusieurs types de magasins aussi. Fait que les idées qu'on avait émises, ben, c'était d'avoir un endroit distinct, d'avoir vraiment l'entrée client, ou est-ce que l'entrée traditionnelle, mais d'avoir une espèce d'entrée secondaire, où est-ce que ce serait possible de peut-être commander en ligne les gros éléments, puis d'arriver, puis que la commande soit déjà montée. Je pense qu'IKEA l'a fait entre autres. Là. On avait un clic et ramassé, toute la commande était prête, donc le client restait dans son auto, puis après ça, récupérait son matériel. Donc, il y a peut-être une espèce de révision des aménagements à faire pour considérer qu'il y a plusieurs des clients qui peuvent commander en ligne parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de tout voir les produits puis de voir tous les boulons, toutes les vis parce qu'ils savent qu'ils peuvent le commander puis avoir accès. Donc, d'une certaine manière, peut-être donner une partie de la boutique pour ce service-là, puis garder en boutique une zone où est-ce que la personne a besoin de voir tous les produits qui est peut-être un peu plus réduite puis de ne pas tout garder dans cet élément-là. Fait que je ne suis pas certain que je réponds à 100% à la question. Puis, j'ai en tête des grandes quincailleries comme des petites quincailleries de quartier, puis que chaque réalité va être sûrement différente. Puis ben, c'est pour ça peut-être que le designer puis l'architecte qui est sensibilisé à cette réalité-là peut fournir des réponses, puis avoir on va dire un pas d'avance sur ça. Il y a eu des solutions aussi qui ont été apportées, en fait, pendant la crise. C'est qu'il y a eu une prolifération en fait, il y avait déjà des locaux vacants. À proximité, il y a eu cette idée de mutualiser ou en fait d'utiliser, d'aménager temporairement des locaux qui sont vacants. Donc, ça permet en même temps de dynamiser certains espaces qui étaient vides, donc, et de les animer avec du contenu et de les utiliser justement comme zone de service pour récupération de commandes, mais aussi pour entreposage, donc, il y avait ce deuxième lieu-là qui était une des solutions à avancer. C'est sûr que ce n'est pas une solution d'aménagement de la quincaillerie comme telle, mais c'est d'utiliser de façon temporaire pour désembourber ou permettre une meilleure fluidité, d'utiliser des seconds lieux à proximité tout en utilisant des espaces qui ne sont pas, qui étaient vacants et qui diminuaient en fait, qui affectait la vitalité de la rue commerciale. Moi, en fait, à cette étape-ci, il nous reste, je ne sais pas combien attends, il nous reste une quinzaine de minutes. 10 minutes environ. Oui, une dizaine de minutes. On aimerait beaucoup, nous, en fait, à la ville, Architecture sans frontières, Vincent, Étienne, on aimerait beaucoup vous entendre. Si vous avez vécu des expériences justement où vous avez aménagé des commerces ou réaménagé des commerces pendant la pandémie ou si vous avez des clients actuellement, on aimerait savoir en fait
par rapport à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, le guide là, qui est quand même, je veux dire, à chaque jour qui passe, je ne veux pas dire qu'il devient désuet, mais la situation évolue. Et donc, est-ce qu'il y a des constats que vous faites par rapport à ce qu'on présente qui sont très, très d'actualité, qui répondent à vos besoins actuels avec vos clients? Est-ce qu'il y a d'autres constats que vous faites, d'autres solutions que vous avez apportées, desquelles on pourrait justement s'abreuver, en fait, et nourrir la discussion plus avant? Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires que vous aimeriez apporter de votre expérience passée ou actuelle? Alors, vous pouvez tout simplement activer votre micro et vous manifester. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un aménagement commercial à faire, des clients commerciaux en ce moment qui pourraient appliquer ces règles, ces principes, s'inspirer du guide? Non? Entre-temps, tu sais, il y avait une autre question là, plus ouverte là, qui disait est-ce qu'on va apprendre de cette pandémie dans le chat? Là? Est-ce que les commerces vont vraiment investir pour évoluer et tout ça? Ben, moi, mon avis bien personnel, c'est évidemment oui, tu sais, les grandes marques vont vouloir envoyer un message d'agilité, d'adaptabilité. On vient de compléter un sport expert, puis le sport expert vraiment est en mode non, il faut absolument qu'on envoie un message super rassurant, les cabines d'essayage, tout ça, ça fait partie de la réflexion. Puis, lorsqu'on avait commencé la recherche sur les impacts de la pandémie, on se posait beaucoup de questions comme ça, à savoir est-ce qu'on fait ça juste de manière, ça va durer quelques années, puis après ça, ça ne sera plus présent. Puis on a regardé les anciennes pandémies, puis les impacts qu'ils ont eu sur les aménagements, puis les manières de vivre. Puis on avait quand même tiré des conclusions. Là. Il y avait, là, je ne les ai pas toutes en tête, mais les dernières pandémies avaient laissé des traces dans la manière d'habiter l'espace, puis dans la manière de structurer les villes. Donc, assurément, il va y avoir une forme de réflexion, puis ça va être des éléments qui vont faire partie de notre quotidien, je pense, puis qui vont un peu devenir du standard là, prochainement. Là. Mais bon, c'est un peu ouvert comme réponse. Je peux me permettre un commentaire? Oui. En fond, il y a une tendance dans le commerce là, où les gens magasinent en ligne, viennent essayer pour se rassurer, puis des fois poursuivre la transaction en ligne. Dans le fond, est-ce que justement dans le processus d'achat, là, les gens vont plus loin dans leur réflexion? Là, est-ce que la boutique va devenir juste un point de chute pour des produits qui viennent d'un entrepôt? Est-ce qu'il y aura quelques exemplaires de produits là, et non toute la gamme complète des produits en disponibilité? Donc, c'est sûr que le pied carré coûtant tellement cher, il y a une réflexion à avoir sur justement comment on utilise ce pied carré-là. On pourrait penser que quelques produits vedettes mis en démonstration pour attirer une clientèle peut avoir son intérêt. Un plus gros backstore pour entreposer davantage d'inventaire puis pas être prêt avec des ruptures de stock. Donc, je parlais un peu plutôt dans les questions un peu sur les ratios, le pourcentage que doivent occuper maintenant les fonctions. Je ne suis pas un expert de l'aménagement des commerces, mais je sais qu'il y a une performance des magasins qui est évaluée aux ventes par pied carré. Puis, je ne sais pas qui a les moyens de faire des tests A/B dans des commerces. Peut-être les grandes chaînes sont capables de dire Sport Expert, j'ai un commerce de nouvelle génération, c'est quoi sa performance versus un commerce d'ancienne génération, c'est quoi sa performance, puis faire des bilans. Mais le petit commerce de quartier à qui le guide s'adresse, lui, il va être beaucoup plus dans l'adaptation, puis dans la lente évolution que dans l'évolution drastique parce qu'il n'y a pas le luxe de refaire son commerce. Tu sais. Donc, ma question est un peu tout azimut, là, mais c'est l'idée de où s'en vont les commerces. Puis peut-être que comme expert, vous voyez encore plus les réflexions des grandes bannières. Puis en même temps, dans le fond, qu'est-ce que les petits commerçants vont se permettre? Fait que, vous l'avez dit en entrée de jeu, là, il y a vraiment deux mondes, là, les grandes bannières, les petits commerces. Le guide s'adresse peut-être plus aux petits commerces, mais ultimement, le comportement du consommateur, lui, il a des chances de suivre la même tendance. Puis peut-être que le petit commerce va avoir
à pédaler encore plus fort là, pour suivre les gros commerces là, dans leur stratégie de vente. Là. Fait que, est-ce que le fossé va se creuser encore plus entre les grandes bannières et les petits commerces finalement? Là, Je peux tenter une réponse beaucoup aussi. dans cette question-là, commentaire, là, mais Il y avait aussi des statistiques pendant qu'on a fait la recherche, si je ne me trompe pas. Il y avait des grandes vagues selon la démographie des gens. Il y a vu des très grands, selon l'âge, là, il y avait un impact direct sur l'achat local et vice-versa sur un âge plus âgé, là, des personnes plus âgées, directement vers les très gros commerces, les Costco de ce monde. Ils se sont vraiment allés vers ces commerces-là et indirectement, sans dire les plus jeunes, là, mais une certaine démographie est allée vers l'achat local. Donc, il y a eu un débalancement très, très rapide initialement. Puis ça l'a changé. Là. Il y a des petits commerces que c'est passé du tout au rien. Là. Donc, de là l'idée de la déstabilisation. Puis pour revenir peut-être à la question initiale, je crois que oui, la proportion puis la hiérarchisation des besoins puis la programmation intérieure doit changer puis doit s'adapter à un certain degré. Après ça, comment? Je pense que tout ça est très contextuel. Là. Ils ont tous leurs problématiques, puis ils ont tous leurs enjeux. Mais oui, il y a un questionnement à ce niveau-là à avoir, là, définitivement. Dans votre intervention qui était super pertinente, M. Vincent, il y avait comme plusieurs questions. Là. Il y avait la question qu'est-ce qui va se passer dans le futur des boutiques en termes de pieds carrés vendants, puis tout ça. Moi, je le vois parce qu'on travaille en collaboration avec différents centres d'achat. Puis, il y a vraiment une tendance aux petites boutiques. Les boutiques construisent beaucoup d'entrepôts en ce moment. Puis, il y a vraiment un marché là, de l'entreposage qui est super saturant. Là. Il manque d'entrepôts au Québec là, actuellement. Puis, les entrepôts, les boutiques créent des entrepôts qui sont excentrés, là où le pied carré ne coûte pas trop cher, puis ils se créent des centres de distribution, puis ils assurent une grande présence en ligne. Fait que c'est sûr qu'avant la pandémie, le marché en ligne marchait semi. C'était pas quelque chose, tout le monde avait un pied présent, mais personne, c'était pas un élément super important. Mais les ventes ont explosé, je pense, de 50 à 70% dans plusieurs secteurs là, du retail pour les ventes en ligne. Donc, présence de plus petites boutiques, peut-être présence puis les boutiques, je pense, dans mon esprit, vont être plus muséales, là, des boutiques plus épurées, plus clean, qui vont présenter des produits, qui vont faire vivre une expérience aux commerçants, qui vont faire vivre la marque. Puis après ça, les gens peuvent, une fois qu'ils se sont serrés la main puis qu'ils se font confiance en tant que client puis entreprise, là, ils vont acheter en ligne de manière plus récurrente. Puis après ça, quand on se disait, est-ce que c'est juste les grandes entreprises qui ont la capacité de changer? Moi, ma perception, c'est que souvent les petites entreprises peuvent se revirer plus sur un dizaine. Ils n'ont pas des gros paliers décisionnels. Si la personne, on le voit parce qu'en ce moment, on fait des petits restaurants, on fait des petites boutiques, on fait des petits bars. Puis souvent, ces gens-là veulent avoir le lead un peu. Puis bien souvent, ce qu'on remarque, c'est que les pistes d'innovation les plus significatives se passent dans des tout petites boutiques. Puis après ça, c'est les grandes boutiques qui s'inspirent des petits commerces. Puis regarde comment ils ont fait, c'est super le fun. Puis j'aimerais ça, moi aussi, faire ça dans ma grande chaîne. Fait qu'il y a un peu les deux là, qui existent. Là. Bref. L'effet d'entraînement, on le démontre, on le connaît à Montréal là, depuis le début des années 90, là où le design a vraiment fait sa marque dans le commerce avec le développement de la rue Saint-Denis, Mont-Royal. Mais on a démontré là, à travers 20 années de suivi, en fait, d'application du design dans le commerce que un commerce qui investit dans le design, dans son identité de marque, dans l'expérience qu'il offre, il y a un effet d'entraînement immédiat dans les commerces voisins. Et c'est vrai, Étienne, ça va dans les deux sens. Les petits commerces qui ont cette agilité peuvent influencer les plus grands. L'inverse est aussi vrai. Les grandes bannières ont été, disons, celles qui avaient le plus de moyens pour mettre en place des solutions de mitigation des risques là, pendant la pandémie, notamment en mettant du personnel dans les files d'attente pour traiter les commandes dès l'extérieur. Pardon. Et offrir des masques à l'entrée. Ils avaient des plus grands moyens pour appliquer, en fait, pour tirer profit, on va dire, entre guillemets, de la situation, puis offrir une meilleure expérience. Mais ça l'a aussi influencé les petits commerces. Les grands commerces, par exemple, des commerces essentiels,
ont pu aider les petits commerces dont le point de vente était affaibli en intégrant leurs produits. Donc, je pense que le mot d'ordre, c'est il faut être ouvert à de nouvelles façons de faire du commerce. Et ce qui est ressorti dans les études qu'on a eu la chance de voir tout au long des travaux, c'est que chaque commerce a sa clientèle propre, jeune, moins jeune, plus âgée, et chacun de ces groupes-là a des besoins différents. Et donc, c'est dans la capacité de chaque petit commerce à s'adapter, en fait, de répondre aux besoins de sa clientèle ou d'aller chercher la clientèle aussi qu'il souhaite avoir, là. Et c'est là que l'apport du design est important. Il peut faire toute la différence. Les jeunes sont beaucoup, beaucoup à la recherche d'expériences nouvelles, d'expériences marquantes. Les gens plus âgés recherchent, ils ont une plus grande stabilité, ils vont retourner au même commerce parce qu'il y a quelque chose de réconfortant, il y a quelque chose de convivial, de facile, d'accessible, il se crée une habitude. Et donc, il faut tenir compte de toutes ces habitudes-là, de ces besoins, de ces réalités contextuelles. Et ça passe beaucoup, beaucoup par le service. Le design des services là, a été au cœur des discussions et ça, s'il y a vraiment un élément sur lequel les commerces peuvent gagner, c'est l'approche service à la clientèle qui se traduit évidemment par les aménagements aussi, mais le design de service est une notion qui va gagner à être connue de la part des commerçants. Donc, tout le parcours, tout le cheminement de leurs clients depuis comme on disait, l'approche numérique jusqu'à la visite et la sortie en magasin et l'entre-deux. Comment on alimente cette présence, comment on fait cette promesse que le lieu va être à la hauteur des attentes du client avant la visite, avant la commande, avant même de consommer. Donc, ça va jusque dans les approches promotionnelles. Il y a, dans d'autres études, on révélait aussi beaucoup c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, il faudrait refaire ces études-là, mais évidemment, les personnes plus âgées qui étaient plus à risque avant que le vaccin soit plus répandu avaient cette crainte d'aller dans les magasins, étaient plus soucieux et se préoccupaient davantage justement de se sentir en sécurité lorsqu'ils allaient dans les commerces. Moi, je suis une entre-deux. Je suis pas jeune, je suis pas vieille. Et plusieurs, en fait, ramènent ça à leur expérience personnelle, mais cette crainte-là, elle est encore présente. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans un magasin, dans un restaurant, par exemple, qui est bondé et puis que le 1 mètre est difficilement respecté, on sait qu'on peut tous quand même si on est vacciné doublement ou triplement, peu importe, on est tous fragiles, on peut tous l'avoir et personne ne souhaite l'avoir. Mais voilà, c'est que dépendamment de la clientèle que le commerce accueille, il y a des gens qui vont être très soucieux et qui n'iront pas dans un commerce où il y a cet achalandage, cette proximité qui ne contribue pas au sentiment de sécurité, alors que d'autres vont rechercher cette proximité coûte que coûte. Alors, c'est encore là il faut en tenir compte et je pense que le guide demeure tout à fait d'actualité dans ce contexte-là. Et c'est peut-être sur le mot de la fin, en fait. On arrive à... Merci Sylvie. En fait, dans le chat, j'ai écrit l'adresse courriel à laquelle vous pouvez nous rejoindre si vous voulez poser une question et mettre un commentaire, que ce soit à nous ou à la ville. Nous, dans le fond, on va faire la communication, on va faire le pont avec la ville. Donc, j'ai laissé dans le chat notre adresse, en fait, info@asf-québec.org. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, puis ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Merci.